C'est la grande question du moment. Que faire avec la Chine sur le plan de l'investissement? Igor Demac est à mes côtés en plateau, dirigeant associé de Vital Épargne. Bonjour Igor. Bonjour. Bienvenue. On prend avec vous une logique patrimoniale. Et la question que vous posez, à laquelle vous allez répondre, est-ce que la Chine doit impérativement faire partie d'un portefeuille patrimonial diversifié aujourd'hui? Alors, quand on regarde le poids économique de la Chine, évidemment, c'est difficile de contester à un client la volonté de mettre une partie de son épargne sur des actions chinoises au sein de son portefeuille risqué d'actions. C'est 16% du PIB mondial, 40% de la croissance de la dernière décennie. On connaît tous ces chiffres qui représentent en fait cette expansion exceptionnelle qui est inédite dans l'histoire de l'humanité, d'avoir fait sortir ce nombre de personnes de la pauvreté et en gros acquérir un statut de pays quasi développé maintenant, c'est vrai que c'est très inédit. Donc une fois qu'on a dit ça, on se dit bon, 16% du PIB mondial, bon bah je devrais mettre au moins 16%. Ça vaut le coup d'y réfléchir. Voilà, ouais. Par homothétie, on réfléchit. Sauf que la bourse, c'est pas de la macro, c'est pas que de la macro, c'est de la micro. Donc il faut savoir aussi si cette expansion macroéconomique, elle se reflète dans la microéconomie, les bénéfices. Et là, on sait que c'est plus difficile de suivre l'évolution des bénéfices parce que les normes comptables, même si il y a eu une convergence, ne sont pas les mêmes. Oui, c'est ça. Vous dites déjà, le poids de mon exposition à la Chine ne doit pas forcément être le poids économique de la Chine. Surtout pas. Surtout pas. Parce qu'en fait, la bourse est la tête de pont du capitalisme, notamment financier, mondial, global. Or, un marché financier, dans le libéralisme, ce qu'il aime, c'est des règles claires, pas trop, et pas trop d'interventionnisme, et surtout la liberté d'entreprendre et de faire, avec une certaine transparence. Quand on regarde les marchés chinois, bon, on sait que la régulation est extrêmement punitive, elle le devient de plus en plus, pas uniquement sur le sujet financier, l'éducation, les normes sanitaires, les prix de l'immobilier, les jeux en ligne, etc. Donc ça, c'est pas du tout apprécié par un investisseur, notamment anglo-saxon. Il nous le reproche suffisamment en France d'avoir eu une économie semi-assistée. Il faut quand même remarquer qu'en Chine, tout vient du pouvoir. On ne peut faire de l'argent et des affaires que si le pouvoir l'autorise. Et si on le fait en dehors de son champ de contrôle, on est rappelé à l'ordre ou embastillé. Comment on fait concrètement là, quand c'est votre travail de gérer le patrimoine de vos clients? Igor, vous avez cité différents indices chinois qui ont des compositions parfois très différentes, avec des écarts de performance importants. Oui, Est-ce qu'on peut avoir des actions en direct? Est-ce qu'il vaut mieux passer par des produits indexés sur les actions chinoises? Comment on fait? Bon, alors, je pense qu'il faut passer par des produits qui achètent les actions pour nous. J'ai pas, moi, à titre personnel, jamais fait d'achat en direct pour des clients d'actions chinoises. Je le recommanderais pas. On peut tout à fait le faire sur des actions européennes, américaines, et c'est suffisant. Il y a depuis 2020, une explosion de fonds chinois chez toutes les grandes maisons, JP Morgan, Fidelity, mais il y a aussi des petites maisons, on en connaît une en France, GMWay par exemple. Donc l'idée d'avoir un fonds, c'est toujours de se dire, ils connaissent mieux les sociétés, ils feront mieux que les indices. Bon, j'ai pas regardé tous les fonds, mais je ne pense pas que ça soit très facile de faire mieux que les indices, d'autant que vous avez vu, les indices sont très pondérés. Donc il y a un risque à être sous-pondéré en Internet quand ça va bien, et à contrario. Donc l'idée, à mon avis, c'est plutôt d'aller sur des ETF, si on n'est pas très confiant, pour répliquer une dynamique boursière à un moment donné avec une belle prime. Moi, je dis toujours un marché émergent, parce que le marché chinois, c'est quand même encore un peu émergent. C'est sur la longue période, c'est pas du tout aussi efficient qu'un marché américain. Il faut une belle prime, une prime à l'achat, une décote, il faut une prime de risque parce que ça se retourne très vite et il y a moins de liquidité. Et c'est encore plus vrai sur les petits marchés émergents que sur le marché chinois. Sachant que le marché chinois, il y a des intervenants qu'on ne maîtrise pas non plus. Et là, la prime de risque, elle a structurellement augmenté sur la Chine? Oui, depuis... des gens qui faisaient le parallèle avec des marchés russes ou turcs, qui sont des marchés pour le coup très exotiques en termes d'investissement. Oui, mais très peu cher. Parce que le marché russe, il doit se payer 6-7 fois le PE. Donc en fait, le marché chinois n'est pas le plus cher, mais il est plus cher. Donc là, ça se dégonfle, évidemment, puisque ça a baissé. Après, c'est toujours pareil, c'est une fonction des résultats qui seront produits. Il est probable quand même qu'il y ait moins de résultats microéconomiques après le mois d'août, puisqu'on a vu les ventes au détail baisser de rythme de croissance, la production industrielle, mais il faut dire aussi qu'il y a eu beaucoup de fermetures. Oui, le sanitaire est encore présent. Il y a eu des inondations, donc je veux dire que
la croissance chinoise s'affaisse un peu, sachant qu'elle avait repris beaucoup plus vite, mais elle a une thématique sanitaire nouvelle et une thématique régulatoire. Donc pour moi, ça fait beaucoup d'éléments de risque. Je ne suis pas sûr que ça soit encore bien pricé, comme on dit, par le marché. On attend la prochaine salve de mesures un peu restrictives. C'est maintenant un petit peu cette psychologie dans laquelle l'investisseur étranger a été obligé de se mettre, puisque jusqu'à maintenant, il était tout à fait confortable avec cette croissance macroéconomique fulgurante. Donc un peu plus de modération, on va dire, dans une approche patrimoniale vis-à-vis de la Chine. Il n'y a pas d'urgence à se précipiter. Il n'y a pas d'urgence, d'autant que les marchés globalement sont dans une phase qui est d'attente, et on en parlait avant l'émission, plutôt de clôturer l'année avec les bonnes perfs. J'ai même l'impression qu'ils n'ont pas envie de faire les 2-3 derniers mois, mais on va quand même les faire. Mais le CAC 40 est en baisse de quoi, 3% sur un mois. Donc ça veut dire que on dit stagnant, mais on est en train de stagner plutôt... consolidé. Voilà, ce qui est bien, mais il y a peu de volume, et comme vous l'avez dit, c'est aussi assez technique, avec des dates assez fatidiques de fin d'options, etc. Merci beaucoup Igor d'avoir été avec nous. Igor Demague, dirigeant associé chez Vital Épargne, qui était l'invité de Smart Bourse à la mi-journée. Rendez-vous donc ce soir à 17h en direct sur Bismart.